La pluie battait contre les fenêtres du petit appartement dans le 11e arrondissement de Paris ce soir de mars. Je m'appelais Claire Fontaine, j'avais 31 ans et je venais de signer les papiers du divorce le plus humiliant de ma vie. Mes mains tremblaient encore tandis que je regardais les documents étalés sur la table basse du salon. 8 ans de mariage réduits à quelques signatures sur du papier officiel. Mon ex-mari, Julien Mercier, avait été très clair lors de notre dernière rencontre chez l'avocat 2 heures auparavant. Il voulait divorcer pour épouser sa maîtresse, une certaine Nathalie Durand, 26 ans, mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il ne l'avait pas formulé exactement comme ça. Il avait utilisé des phrases comme « Nous avons évolué différemment et je ne ressens plus la même chose ». Mais la vérité était simple et brutale. Il me quittait pour une femme plus jeune, plus belle, plus excitante. Ce qui rendait tout encore plus douloureux, c'était que Julien m'avait forcé à accepter ces conditions. L'appartement où nous vivions était à son nom. Nos économies étaient principalement dans des comptes qu'il contrôlait. J'avais abandonné ma carrière prometteuse comme avocate d'affaires 3 ans auparavant pour le soutenir quand il avait décidé de créer sa propre entreprise de consulting en finance. Je m'étais occupée de tout, la maison, l'administratif, le soutien émotionnel, pendant qu'il construisait son empire. Et maintenant qu'il réussissait, maintenant que son entreprise valait des millions, il me jetait comme un vieux vêtement. L'avocat de Julien avait été impitoyable. « Madame Fontaine, avait-il dit avec un sourire faux, mon client est disposé à vous offrir une compensation de 50 000 € et 6 mois pour quitter l'appartement. C'est une offre généreuse considérant que vous n'avez pas contribué financièrement au patrimoine commun ces dernières années. » J'avais voulu protester, expliquer que ma contribution avait été énorme même si elle n'était pas monétaire. Mais mon propre avocat, un commis d'office que je pouvais à peine me permettre, m'avait conseillé d'accepter. Vous n'avez pas les moyens de vous battre contre lui en justice, madame. Il a les meilleurs avocats de Paris. Prenez l'argent et recommencez votre vie. Alors j'avais signé. J'avais tout signé. Et maintenant j'étais seule dans cet appartement qui ne serait plus le mien dans 6 mois, avec 50 000 € qui ne dureraient pas longtemps à Paris et aucune perspective professionnelle après 3 ans d'absence du marché du travail. Mon téléphone vibra sur la table. Un message de ma meilleure amie, Isabelle Laurent. Elle était la seule qui connaissait toute l'histoire, la seule qui m'avait soutenue sans jugement. Le message disait simplement « Comment vas-tu ? Je passe te voir demain matin avec des croissants et du café. On va trouver une solution, je te le promets. » Je souris faiblement à travers mes larmes. Isabelle était architecte, on s'était rencontrés à l'université et elle était restée ma plus proche amie pendant toutes ces années. Elle avait toujours pensé que Julien ne me méritait pas et maintenant elle avait été prouvée juste. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillée, regardant le plafond, me demandant où tout avait mal tourné. Quand avais-je cessé d'être la femme qu'il aimait et était devenue un obstacle à éliminer ? Les souvenirs défilaient dans ma tête comme un film douloureux. Notre rencontre lors d'une conférence d'affaires à Lyon, notre mariage romantique dans un château de la Loire, les promesses qu'il m'avait faites de toujours prendre soin de moi. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Le lendemain matin, Isabelle arriva à 9 heures précises avec un sac plein de viennoiseries et 2 grands cafés au lait. Elle me prit dans ses bras dès que j'ouvris la porte et je me mis à pleurer de nouveau. « Allez ma belle, dit-elle doucement, pleure autant que tu as besoin, mais après, on va élaborer un plan. » Nous nous assîmes dans la cuisine et Isabelle écouta patiemment pendant que je racontais les détails humiliants de la réunion avec les avocats. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment, ses yeux verts brillants de colère. « Ce salaud, dit-elle finalement. Ce putain de salaud. Claire, tu ne vas pas laisser s'en tirer comme ça. Tu as sacrifié ta carrière pour lui. Tu mérites beaucoup plus que 50 000 € misérables. Mais qu'est-ce que je peux faire, Isabelle ? Je n'ai pas les moyens de me battre contre lui en justice, madame. Il a les meilleurs avocats de Paris. Prenez l'argent et recommencez votre vie. » Alors j'avais signé. J'avais tout signé. Et maintenant, j'étais seule dans cet appartement qui ne serait plus le mien dans 6 mois. Avec 50 000 € qui ne duraient pas longtemps à Paris, et aucune perspective professionnelle après 3 ans d'absence du marché du travail. Mon téléphone vibra sur la table. Un message de ma meilleure amie, Isabelle Laurent. Elle était la seule qui connaissait toute l'histoire, la seule qui m'avait soutenue sans jugement. Le message disait simplement « Comment vas-tu ? Je passe te voir demain matin avec des croissants et du café. On va trouver une solution, je te le promets. » Je souris faiblement à travers mes larmes. Isabelle était architecte, on s'était rencontrés à l'université et elle était restée ma plus proche amie pendant toutes ces années. Elle avait toujours pensé que Julien ne me méritait pas et maintenant elle avait été prouvée juste.
Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillée, regardant le plafond, me demandant où tout avait mal tourné. Quand avais-je cessé d'être la femme qu'il aimait et était devenue un obstacle à éliminer? Les souvenirs défilaient dans ma tête comme un film douloureux. Notre rencontre lors d'une conférence d'affaires à Lyon, notre mariage romantique dans un château de la Loire, les promesses qu'il m'avait faites de toujours prendre soin de moi. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Le lendemain matin, Isabelle arriva à 9 heures précises avec un sac plein de viennoiseries et 2 grands cafés au lait. Elle me prit dans ses bras dès que j'ouvris la porte et je me mis à pleurer de nouveau. « Allez, ma belle, dit-elle doucement. Pleure autant que tu as besoin. Mais après, on va élaborer un plan. » Nous nous assîmes dans la cuisine et Isabelle écouta patiemment pendant que je racontais les détails humiliants de la réunion avec les avocats. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment, ses yeux verts brillants de colère. « Ce salaud, dit-elle finalement. Ce putain de salaud. Claire, tu ne vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Tu as sacrifié ta carrière pour lui. Tu mérites beaucoup plus que 50 000 € misérables. Mais qu'est-ce que je peux faire, Isabelle? Je n'ai pas les moyens de me battre contre lui en justice, madame. Il a les meilleurs avocats de Paris. Prenez l'argent et recommencez votre vie. » Isabelle me regarda intensément. Il doit y avoir quelque chose, une faille, quelque chose qu'on peut utiliser. Raconte-moi tout sur son entreprise. Comment est-elle grandie si vite? Je haussai les épaules. Je ne sais pas vraiment. Il ne me parlait jamais des détails. Il disait que je ne comprendrais pas, que c'était trop technique. Mais je sais qu'il a obtenu plusieurs gros contrats avec des entreprises publiques ces 2 dernières années. C'est ce qui a vraiment fait décoller son business. Isabelle fronça les sourcils. Des contrats publics. C'est intéressant. Tu sais comment il les a obtenus? Non. Il était très secret sur tout ça. Il passait beaucoup de temps à des dîners d'affaires, à des événements de networking. Il rentrait souvent très tard. Et tu n'as jamais suspecté quelque chose? Demanda Isabelle doucement. Tu veux dire à part l'avoir avec Nathalie? Je secouai la tête. Non, j'étais stupide. Je lui faisais confiance complètement. Isabelle prit ma main. Tu n'étais pas stupide. Tu aimais et tu avais confiance. Ce n'est pas de ta faute s'il a abusé de cette confiance. Elle fit une pause. Écoute, j'ai un ami qui travaille comme journaliste d'investigation pour Le Monde. Il se spécialise dans la corruption d'entreprises et les affaires financières louches. Peut-être qu'il pourrait jeter un œil à l'entreprise de Julien? Je la regardai surprise. Tu penses qu'il y a quelque chose d'illégal? Je ne sais pas. Mais ça vaut la peine de vérifier. Si Julien obtient des contrats publics par des moyens douteux, il pourrait y avoir une histoire là. Et si c'est le cas, ça pourrait être ton levier. Les jours suivirent, je commençai à fouiner dans tous les documents que j'avais conservés des années de mariage de Julien. Des relevés bancaires, des reçus, des emails imprimés. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose, n'importe quoi qui pourrait m'aider. Et puis je trouvais quelque chose d'intéressant. Une série de virements vers une société offshore aux îles Caïmans. Les montants étaient importants, des centaines de milliers d'euros, étalés sur les 2 dernières années. Je ne comprenais pas exactement ce que cela signifiait, mais mon instinct me disait que c'était important. Je montrai les documents à Isabelle, qui les montrait à son ami journaliste Marc Dubois. Marc était dans la quarantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Il examinait les documents avec attention pendant que nous étions assis dans un café près de République. « C'est très intéressant, » dit-il finalement. « Ces virements vers une société offshore pourraient être légaux, mais ils pourraient aussi être un moyen de cacher des pots de vin ou d'évasion fiscale. » Il me regarda. « Madame Fontaine, seriez-vous disposée à me donner accès à tous les documents financiers que vous avez sur l'entreprise de votre ex-mari? Appelez-moi Claire, s'il vous plaît. Et oui, je vous donnerai tout ce que j'ai. Mais je dois vous demander, si vous trouvez quelque chose et que vous publiez un article, est-ce que cela pourrait m'aider dans ma situation? » Marc sourit légèrement. « Si nous trouvons des preuves de corruption ou d'évasion fiscale, votre ex-mari aura des problèmes beaucoup plus graves qu'un divorce. Et oui, cela pourrait définitivement changer la dynamique de votre accord de divorce. Mais je dois être honnête, ces enquêtes prennent du temps. Nous parlons de semaines, peut-être de mois. » Je haussai la tête. Je comprends. Faites ce que vous devez faire, je veux juste que la vérité sorte. Marc commença son enquête. Pendant ce temps, ma vie continuait dans une sorte de limbe. Je cherchais du travail, mais avec un CV avec un trou de 3 ans, c'était difficile. Les cabinets d'avocats me disaient que j'étais surqualifiée pour les postes juniors, mais trop éloignée de la pratique pour les postes seniors. J'avais l'impression d'être dans un no man's land professionnel. Un soir de mai, 2 mois après le divorce, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre, mais finalement la curiosité l'emporta. « Allô ? Mademoiselle Claire Fontaine ?
dit une voix masculine formelle que je ne reconnaissais pas. Oui, c'est moi, répondis-je avec prudence. Je m'appelle maître Henri Beaumont, du cabinet Beaumont et Associés. Je représente les intérêts de feu monsieur Philippe Fontaine. Pourriez-vous venir à notre cabinet demain ? J'ai des informations importantes à vous communiquer concernant la succession de votre père. Je restais silencieuse, confuse. Mon père m'avait abandonnée quand j'avais 3 ans. Ma mère ne m'avait jamais parlé de lui, sauf pour dire qu'il était parti et ne voulait rien avoir avec moi. Je ne l'avais jamais connu, jamais eu aucun contact avec lui. Je suis désolée, dis-je finalement, mais je pense qu'il y a une erreur. Mon père m'a abandonnée il y a presque 30 ans. Je ne pense pas qu'il laisserait quoi que ce soit. Je comprends votre confusion, mademoiselle, mais je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur. Monsieur Philippe Fontaine est décédé il y a 3 semaines d'une crise cardiaque. Dans son testament, il vous nomme comme son hélicarrière. C'est un sujet délicat. Le monde sembla s'arrêter. 350 millions d'euros. C'était un chiffre si énorme que je ne pouvais même pas le concevoir. Quelques mois auparavant, je me battais pour 50 000 euros de compensation de divorce. Et maintenant, on me disait que j'étais millionnaire, que j'étais riche au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je. Il y a plus, dit maître Beaumont. Votre père a également laissé des instructions spécifiques. Il voulait que vous preniez le contrôle actif de l'entreprise. Il a nommé un conseil d'administration de confiance pour vous guider, mais vous êtes la présidente et actionnaire majoritaire. Il me regarda directement. Votre père croyait que vous aviez le talent et l'intelligence pour diriger l'entreprise. Votre formation juridique sera un atout énorme. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je rencontrai le conseil d'administration de la chaîne d'hôtels Fontaine. C'étaient des hommes et femmes d'affaires expérimentés qui avaient travaillé avec mon père pendant des années. Ils étaient sceptiques au début, comment ne le seraient-ils pas ? Mais quand ils virent que j'étais sérieuse, que j'apprenais rapidement, ils commencèrent à me respecter. Je déménageai de mon petit appartement à un penthouse dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. Je m'achetai de nouveaux vêtements, élégants et professionnels. Je me sentais comme Cendrillon, sauf que ma transformation n'était pas due à un prince charmant, mais à un père que je n'avais jamais connu. Entre-temps, Marc Dubois avait continué son enquête sur Julien. Un soir de juillet, il m'appela avec des nouvelles. « Claire, j'ai trouvé quelque chose de gros, très gros. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» Le lendemain, nous nous rencontrâmes dans un café discret. Marc avait l'air excité, mais aussi grave. « J'ai des preuves solides que ton ex-mari a versé des pots de vin à plusieurs fonctionnaires pour obtenir des contrats publics. Les virements vers la société offshore que tu as trouvée étaient utilisés pour canaliser l'argent. Il a aussi commis une fraude fiscale massive. Nous parlons de millions d'euros. » Mon cœur battait rapidement. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je publie l'article demain. Cela signifie que la police financière va ouvrir une enquête. Cela signifie que ton ex-mari est dans de très gros problèmes. L'article fut publié le lendemain, en première page de Le Monde. Le titre était « Entrepreneur en finance impliqué dans un scandale de corruption massive ». L'article détaillait toutes les découvertes de Marc avec des preuves documentées. La réaction fut immédiate et explosive. La police perquisitionna les bureaux de Julien, des enquêtes furent ouvertes, les médias en parlaient constamment. Julien m'appela 3 jours après la publication de l'article. Je faillis ne pas répondre, mais la curiosité fut plus forte. Sa voix était désespérée, paniquée. « Claire, est-ce que c'était toi ? As-tu donné ces documents aux journalistes ?»« Je fis ce qui t'a fait, Julien, dis-je calmement. Mais oui, j'ai donné les documents que j'avais. Tu sais, ces documents qui traînaient dans notre maison que tu m'as forcé à quitter. »« Tu ne comprends pas ce que tu as fait, cria-t-il. Ils vont me mettre en prison. Mon entreprise est ruinée. Nathalie m'a quitté. Tu as détruit ma vie. » »« Non, Julien, tu as détruit ta propre vie avec tes choix. J'ai seulement révélé la vérité. Et entre nous, tu as détruit ma vie d'abord. Maintenant, tu sais ce que ça fait. » »« Écoute, supplia-t-il, sa voix changeant de ton. On peut arranger ça. On peut dire que les documents étaient faux. Je te donnerai de l'argent, beaucoup d'argent. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Je ris, un rire froid. « Julien, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin de ton argent. Plus maintenant. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que pendant que tu construisais ton petit empire de corruption, j'ai hérité d'une fortune. Je suis maintenant la propriétaire de la chaîne d'hôtels Fontaine. Tu sais, l'une des plus grandes chaînes d'hôtels de luxe d'Europe. Je suis maintenant valant environ 350 millions d'euros. Donc non, Julien, je n'ai absolument pas besoin de ton argent sale. Il y eut un long silence, puis il raccrocha. Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Les mois suivants furent intenses. Je me plongeai dans la gestion de l'entreprise, apprenant chaque aspect du business hôtelier. Je voyageais à travers l'Europe, visitant nos propriétés, rencontrant le personnel. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour les affaires, quelque chose que je n'avais jamais su parce que j'avais toujours mis ma carrière de côté pour Julien. Je rencontrai aussi quelqu'un. Son nom était Alexandre Rousseau, et il était l'architecte principal qui travaillait sur la rénovation d'un de nos hôtels à Lyon. Il avait 35 ans, des yeux bleus doux et un sourire qui me faisait sentir en sécurité. Nous commençâmes à nous voir, d'abord pour des réunions d'affaires, puis pour des dîners, et finalement pour quelque chose de plus personnel. Alexandre était différent de Julien à tout point de vue. Il était attentionné, respectueux, intéressé par mes opinions. Il ne me voyait pas comme un accessoire ou un obstacle, mais comme une partenaire égale. 6 mois après notre première rencontre, il me demanda en mariage lors d'un week-end romantique à Venise. Je dis oui, sans hésitation. Nous nous mariâmes dans une cérémonie intime à Provence, entourés seulement de nos amis les plus proches. Isabelle était ma demoiselle d'honneur, rayonnante et affeureuse pour moi. C'était le contraire complet de mon premier mariage, le grand spectacle avec Julien. Cette fois, c'était simple, authentique, plein d'amour réel. Quelques mois après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais pas d'un seul bébé, de triplés. Alexandre et moi étions choqués, excités et terrifiés en même temps. 3 bébés! Ma gynécologue nous expliqua que c'était rare, mais pas impossible, surtout avec les antécédents familiaux. Apparemment, il y avait des jumeaux dans la famille de ma mère. Ma grossesse fut difficile. Porter 3 bébés n'était pas facile. J'ai dû ralentir mon travail, déléguer plus, mais je restais impliquée dans toutes les décisions importantes de l'entreprise. Le conseil d'administration fut incroyablement soutenant, m'envoyant même des rapports à domicile pendant mes derniers mois quand je fus contrainte au repos. Les triplés nairent en mai, presque exactement 2 ans après que j'avais signé mes papiers de divorce avec Julien. 2 garçons et une fille, Louis, Gabriel et Emma. Ils étaient parfaits, minuscules et parfaits. Alexandre pleura quand il l'éteint pour la première fois. « Je suis le plus heureux des hommes », murmura-t-il. Durant ma grossesse et après l'accouchement, j'avais suivi de loin le procès de Julien. Il avait été reconnu coupable de corruption et de fraude fiscale. Il fut condamné à 5 ans de prison et à des amendes massives. Son entreprise fut liquidée pour payer ses dettes et ses amendes. Nathalie, sa jeune maîtresse pour laquelle il m'avait quitté, l'avait abandonné dès que les problèmes légaux avaient commencé. Il était seul, ruiné, emprisonné. Le karma avait fait son travail. Un jour, 6 mois après la naissance des triplés, je reçus une lettre en prison. Elle était de Julien. Je faillis ne pas la lire, mais quelque chose me fit l'ouvrir. L'écriture était tremblante, différente de son écriture habituelle confiante. « Claire, écrivait-il, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter. Je sais que tu me détestes probablement, et je ne te blâme pas. Je veux juste que tu saches que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici. J'ai réalisé toutes les erreurs que j'ai faites, toute la douleur que j'ai causée. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et je t'ai traité comme si tu ne valais rien. J'ai entendu parler de ton héritage, de ton mariage, de tes enfants. Je suis content pour toi, vraiment. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je regrette chaque jour. Julien. » Je lus la lettre 2 fois, puis je la rangeai dans un tiroir. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Ce chapitre de ma vie était fermé. J'avais avancé, j'avais construit quelque chose de beau et de réel. Alexandre entra dans le bureau en domicile où j'étais assise. Les triplés dormaient enfin tous les 3 en même temps. Un miracle rare. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant probablement mon expression pensive. « Oui, dis-je, en souriant, tout va très bien. » Je me levai et l'embrassai.
j'ai juste réalisé à quel point ma vie a changé. Il y a 2 ans, j'étais brisée, sans le sou, perdue. Et maintenant tu as tout, termina Alexandre. Une famille qui t'aime, une entreprise prospère, une vie que tu as construite toi-même. Non, le corrigeai-je. Maintenant, j'ai ce qui compte vraiment. L'argent, l'entreprise, tout ça c'est bien. Mais ce qui compte vraiment, c'est vous, toi et les enfants. C'est ça mon vrai trésor. Cette nuit-là, allongée avec Alexandre endormi à côté de moi, j'écoutais les doux sons des triplés qui respiraient dans leur berceau à travers le babyphone. Je pensais à tout le chemin que j'avais parcouru. De la femme brisée, signant des papiers de divorce dans un petit appartement, à la femme que j'étais maintenant, forte, indépendante, aimée. Je pensais à mon père Philippe, que je n'avais jamais connu, mais qui m'avait donné les moyens de reconstruire ma vie. Je pensais à Julien, qui m'avait brisée, mais qui, sans le savoir, m'avait forcé à découvrir ma propre force. Je pensais à Alexandre, qui me montrait chaque jour ce qu'était le vrai amour. Et je pensais à mes 3 bébés, qui dormaient paisiblement, inconscients de toutes les batailles que leur mère avait dû mener pour arriver ici. La vengeance, réalisai-je, n'était pas d'avoir détruit Julien. Julien s'était détruit lui-même avec ses propres choix. Ma vraie vengeance était d'avoir survécu, d'avoir prospéré, d'avoir construit une vie si belle et si pleine que l'humiliation d'il y a 2 ans semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. J'avais commencé comme la femme qu'on forçait à divorcer, la femme dont on se débarrassait comme d'une déshabille-bête. Je revenais comme héritière, comme épouse d'un homme merveilleux, comme mère de 3 enfants magnifiques, comme présidente d'une entreprise de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais plus important qu'encore, je revenais comme moi-même, comme Claire, forte, complète, heureuse.